Hello, salut tout le monde. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je reviens du bled comme je l'ai mentionné sur la vidéo. Et surtout, j'avais pas de téléphone. Bon, je suis revenu. Là, je voulais le faire sur ma page YouTube. Mais bon, j'ai pas ce qu'il faut, donc je vais la garder sur Facebook. Et pour ceux qui sont fidèles à la page YouTube, vous pouvez la retrouver demain ou après-demain sur la page YouTube. Alors, c'est une vidéo qui n'est pas très préparée, mais bon, j'ai des idées sur ce que j'ai envie de dire par rapport à un retour du pays. D'abord, vous savez, les vidéos, c'est comme un peu aller un peu chez le psy, quoi. C'est une façon d'extérioriser quelques ressentis, quelques petites choses qu'on a vues, et puis les exprimer, ça fait du bien. Donc, si ça peut vous apporter des éléments de réflexion ou de compréhension sur des choses sur lesquelles vous vous interrogez vous aussi, tant mieux. Et puis on peut échanger. Alors, je suis revenu du pays, il y a une première chose qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une emprise religieuse dans le pays. Dans le sens où, c'est pas dans le sens où tout le monde est pieux, mais il y a un discours religieux, une emprise religieuse que je n'avais pas avant. Quand j'étais au pays, j'ai quitté le pays, ça fait 15 ans, 16 ans, c'est pas que les gens n'étaient pas musulmans, n'étaient pas religieux, mais il n'y avait pas cette emprise religieuse, cette asphyxie de la religion, comme je l'ai constaté aujourd'hui. Une jeune femme qui découvre ne serait-ce qu'un bras et regardait comme si elle se promenait toute nue, par exemple. Bon, après, voilà, c'est un sentiment que j'ai eu en allant au bled. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est en kandou. À l'époque, on portait des kandous quand il y avait des maoulides, quand il y avait des cérémonies religieuses, quand il y avait mariage. Aujourd'hui, c'est devenu le costume. Bon, pourquoi pas. Et surtout, les filles sont devenues avant, on disait des hijabats. Hijabat, c'est quelqu'un qui disait, bon, je suis pieuse, je porte la tenue dite musulmane. Aujourd'hui, tout le monde porte la même chose. Et non pas qu'il y ait un sens religieux, mais c'est cette emprise religieuse qui fait que tout le monde est aujourd'hui en kandou ou en boubou, ou comment on appelle ça, en bibi, ou je ne sais pas quoi. Et pourtant, la pratique n'est pas là. C'est juste, en fait, on est dans l'hypocrisie religieuse. Voilà, parce qu'il y a cette emprise-là. Cette emprise-là est tellement visible que elle est violente. Elle est violente dans le verbe. Par exemple, j'étais dans un taxi et il y a un monsieur qui avait vu une jeune fille qui devait avoir 16 ans, 17 ans et qui portait un pantalon avec un petit haut tranquille et qui avait lâché ses cheveux, hein, un peu afro comme ça, qui étaient propres, hein, nickel, avec son laisseau, parce que pour moi le laisseau c'est plus culturel, hein, avec son laisseau sur l'épaule comme ça, elle avait un pantalon, ça devait être une jeune fille qui sortait du lycée et qui attendait un taxi pour rentrer chez elle. Et je vois le papa, il y avait un papa devant dans le taxi, et moi j'étais derrière avec un autre mec qui était à ma droite. Et le papa a sorti une phrase violente. Et c'est à l'image de la société aujourd'hui, parce que la société est violente. La société comorienne est violente. Elle est violente dans le discours, elle est violente. Je vais vous expliquer, mais je vais rester dans le cas de la jeune fille. Et là, j'entends le papa qui dit Subhanallah. Moi, si j'étais le père de cette jeune fille,
Parce qu'elle avait 16 ans ou 17 ans, elle aurait pu être sa fille, ou sa petite fille d'ailleurs. Je l'aurais égorgé avec un couteau. C'est une anecdote qui m'a marqué parce que ça m'a heurté quand j'ai entendu ça. Et au chauffeur d'aller dans le sens du passager et l'autre qui était à côté de moi d'appuyer ce que le monsieur disait. Moi j'étais là avec ma grande gueule, je me suis tué tellement, je me suis dit bon là c'est pas le moment de dire quoi que ce soit, hein, parce que là j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, il faudrait égorger cette jeune fille pour la simple raison que la jeune fille portait un pantalon, un haut, et qu'elle avait laissé visible ses cheveux en fait. Et le discours violent que j'ai entendu là, c'est-à-dire je l'aurais égorgé. Et l'autre qui dit, ben moi aussi, si c'était ma fille, je pense que je l'aurais massacrée. Comment elle peut sortir comme ça? Donc vous comprenez que aujourd'hui les jeunes femmes se retrouvent à porter les mêmes habits parce qu'on est dans cette hypocrisie religieuse qui est la conséquence d'une emprise qui n'était pas là avant. Qui est la conséquence d'une tolérance qui n'est plus présente, qui caractérisait la religion ou la société comorienne, qui était une société, somme toute, tolérante en matière religieuse à un moment donné. Et ça va me permettre de rebondir sur un sujet sur lequel je reviens souvent, c'est le sujet de la laïcité, le sujet de la tolérance religieuse. C'est-à-dire qu'on avait un pays où il y avait une tolérance religieuse, il y a un pays où il n'y avait pas cette emprise religieuse qui n'est pas, je me répète, c'est pas dans la pratique, hein, c'est dans le discours. Dans les discours. C'est-à-dire que tout le monde se cache derrière le kandou et les femmes derrière les bouibouis parce que on n'a pas envie de subir ce discours violent que je vous ai cité, par exemple, que j'ai assisté dans le taxi. La petite jeune fille qui portait un pantalon avec un haut et son laisseau et qui était vue comme, je sais pas, voilà. Donc, et c'est la conséquence de cette intolérance religieuse qui prend de plus en plus de place, qui, à mon avis, qui est la conséquence de beaucoup d'étudiants qui sont venus de Soudan, d'Égypte, une nouvelle génération de gens qui sont venus d'Égypte, de Soudan, et qui n'apprennent rien que le prêche, en fait, avec aucune réflexion là-dedans. Moi, des fois, quand je les entends, j'ai envie de dire, ce que vous dites, on l'a déjà entendu depuis 1975. Il y avait des gens qui étaient là, qui répétaient les mêmes hadiths, qui répétaient les mêmes versets, qui répétaient les mêmes... On n'avait pas besoin de vous envoyer au Soudan ou de vous envoyer en Égypte pour que vous veniez répéter la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Elle mettait une once de réflexion, une once de philosophie dans votre discours. Mais non, ces gens-là, ils viennent faire du mimétisme de prêcheurs qataris, de prêcheurs soudanais, de prêcheurs iraniens, de prêcheurs... voilà. Et ils viennent faire du mimétisme et ils mettent la population sous tension à tel point qu'il y a une violence qui c'est-à-dire un rien du tout peut déclencher des problèmes religieux, j'ai usé des mots, hein, peut déclencher une guerre religieuse. Voilà, un rien du tout, parce que vous avez Radio Mykoline, c'est ce que j'appelle Radio Mykoline, qui chauffe la population. Cette Radio Mykoline, c'est les petits prêcheurs qui viennent d'Arabie Saoudite avec leur harouma de merde, leur machin, et qui chauffent la population. Aujourd'hui, la minorité la plus en danger, parce qu'il y a le pouvoir politique qui bénéficie des pétrodollars qui va dans le sens de ces petits prêcheurs, c'est-à-dire la minorité chiite, et qui est tellement diabolisée qu'il suffirait d'un rien.
Parce que moi j'entendais ça, mais je suis parti, j'ai écouté. Moi je suis chiite, donc ça m'a un peu plus parlé. Il suffit d'un rien pour qu'on égorge des chiites, en fait. Il suffit d'un rien, on les traite comme si c'était les diables. Et c'est ce que je disais la dernière fois, le post que j'avais fait, c'est-à-dire qu'on assiste à ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, c'est-à-dire l'exemple de la femme violée. C'est-à-dire que tu vas violer une femme parce que elle portait des tenues sexy, elle portait une mini-jupe, elle portait je ne sais quoi, et tu vas la violer, et le discours qu'on va entendre, c'est elle s'est fait violer. C'est-à-dire, on l'a même pas violée, hein. Elle s'est faite violer, pourquoi? Parce que, après tout, elle l'a cherché, hein. Elle portait une mini-jupe, elle portait une mini-jupe, elle s'est mal habillée, donc elle l'a cherché, donc quelque part c'est sa faute. Donc, le coupable devient victime, parce qu'il n'a pas pu résister, donc il est parti violer la femme en question. Et donc, aujourd'hui, on assiste à l'inversion accusatoire concernant les chiites. Ça pourrait être les bouddhistes ou les je ne sais quoi, une autre religion. C'est-à-dire qu'on dit, on vous violente pour prévenir des violences. C'est-à-dire, on dit que la présence des chiites va être à l'origine de guerres religieuses. Donc, pour prévenir cette guerre religieuse, on va les violenter. Après, quand ils se plaignent, on dit, oui, mais on vous violente parce que on n'a pas envie qu'on se batte après. Donc, on vous violente. Il faut pas que vous existiez parce que si vous existez, dans le temps, il y aura des problèmes. Donc, comme on veut pas des problèmes après, on les crée maintenant. C'est ce que j'appelle l'inversion accusatoire. C'est ce qui se passe. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette omniprésence religieuse qui est malsain et qui, je croise les doigts et je prie Dieu que on n'arrive pas à des tensions plus dangereuses dans le futur. Et puis la société elle-même, au-delà de la religion, la société elle-même est violente. C'est-à-dire, on sait plus parler tranquillement. Les gens, ils se crient dessus quand ils se parlent. Les gens, ils se crient dessus. Ils savent plus parler tranquillement. Je vous jure, quand vous y allez, prêtez attention. Les gens, je disais la dernière fois, t'arrêtes un taxi, tu cries, il te répond, il crie. Les gens, ils se parlent. C'est-à-dire, avant, on disait, il y avait un truc qu'on appelait adab aux Comores. C'est-à-dire, on t'apprend à parler tranquillement, à parler d'une manière posée. Et quand tu demandes quelque chose, tu dis, Samahani, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez faire ci? Est-ce que vous pouvez m'orienter? Bonjour. Il n'y a plus ça, en fait. Il n'y a plus ça. Et les gens aussi, il y a un mercantilisme qui fait que les rapports humains sont faussés. Si je ne peux rien avoir de toi, j'ai rien à faire avec toi. C'est-à-dire, tout le monde cherche comment il peut prendre quelque chose de quelqu'un. En fait, il n'y a pas que par rapport aux jeux vidéo, tout le monde. En fait, les rapports humains sont faussés. C'est quelque chose que j'ai constaté là-bas. Voilà. Ces valeurs que vous transmettez, voilà, c'est une des choses que j'ai constaté. J'ai constaté au pays. Il y a une violence verbale, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de... Voilà. Et puis, il y a l'omniprésence du radar. Hein, voilà. Tout le monde, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est ce que j'ai dans mon livre. J'ai dit, on ne peut pas ériger la tradition comme seul unique projet de société. Ça me conforte malheureusement dans ce que je pensais et dans ce sous-titre parce que j'ai l'impression que le seul projet des Comoriens, en tout cas des grands Comoriens aujourd'hui, le seul projet qu'ils ont en tant que société, c'est le radar en fait. Voilà, ils font que ça. Ils font que ça et c'est malheureux. Hein. C'est devenu le cinéma, c'est devenu le resto, c'est devenu la boîte de nuit parce que c'est là-bas où les femmes
en fait, c'est là-bas où elles peuvent s'amuser. Et personne ne les a empêchés de s'amuser ailleurs. Hein. Mais ils ont décidé qu'ils ne peuvent pas s'amuser que dans les grands mariages. Voilà. On ne peut pas bien manger que lors des grands mariages. Hein? On ne peut pas bien s'habiller que lors des grands mariages. D'accord? On ne peut pas se voir entre amis que lors des grands mariages. Voilà. Donc, le grand mariage est devenu, comme s'il l'était pas, mais en tout cas, c'est le seul projet de société. On fait tout à travers ça. On ne peut pas construire sa maison s'il n'y a pas grand mariage. D'accord? Voilà. Donc, c'est devenu l'unique projet de société. Voilà. C'est malheureux, hein. Mais comment voulez-vous qu'on se développe si tout un pays, toute une population ne fait qu'une chose? Là, j'entendais les informations, on disait que l'économie française commence à reprendre des couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de création d'entreprises. Les gens créent des entreprises parce que c'est comme ça qu'on embauche. C'est comme ça qu'on embauche des gens. C'est comme ça qu'on éradique le chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Aux Comores, on ne crée pas, on dira que l'économie fonctionne parce qu'on fait des grands mariages. Sauf qu'on ne crée pas des entreprises avec le grand mariage. Après, tu vas entendre des gens qui vont te sortir. Ah oui, mais le grand mariage, à cause de ça, il y a des maisons qui sont construites. Grâce à ça, il y a des places publiques qui sont construites. Bon, si vous croyez qu'on va éradiquer le chômage de masse avec ça, bon, écoute, hein, j'attends toujours de voir ça. Donc, si toute une population, au lieu de prendre l'argent qu'elle a emmagasiné durant des années, à chaque fois qu'elle atteint 15 000 euros dans ses comptes, c'est samedi, dimanche, on explose tout. Le problème, c'est que après on va dire, ah, ça fait tourner l'économie. Quelle économie? C'est juste du riz qui vient de je sais où. C'est de la consommation immédiate. Il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas de création de boîte, d'entreprise qui va te permettre d'embaucher ton cousin ou je sais pas quoi pour qu'il puisse être autonome et avoir un salaire. Et le problème, ça touche toute la population. Et si ça touche toute la population, ici quand on dit que l'économie évolue parce que commence à prendre des couleurs parce qu'il y a de plus en plus de création d'emplois, parce qu'on considère que c'est la création d'emplois, la création d'entreprises qui va embaucher les gens, qui va baisser le chômage. Et ça, c'est pas la fonction publique. Moi, et je suis sûr que toi qui me regardes, tu n'es pas dans la fonction publique, tu es dans une boîte privée. Et ça a été créé par qui? Par une personne lambda qui a fait un crédit ou qui a économisé, qui a créé une entreprise qui t'a embauché. Toi, quand tu prends ton fric, tu vas gaspiller ça dans des enveloppes le samedi, dimanche. Et le problème, t'es pas seul à faire ça. C'est tout le monde qui fait ça. Moi, toi, lui, l'autre. Comment voulez-vous qu'on ait des emplois? Que ça tombe du ciel? Que Djibril arrive et qu'on nous donne des emplois? Non. C'est pas possible. Voilà. C'est le plus grand mal. C'est ce que je disais la dernière fois quand j'étais à l'Alliance française. C'est l'éléphant qui est dans le salon. Et tout le monde passe à côté et fait genre, il ne le voit pas. Et après, on parle d'émergence. Émergence. Bon. Justement, parlons d'émergence. Parce que je vous ai dit, j'ai parlé de beaucoup de choses. L'émergence. Alors, il y a l'électricité. Franchement, ça change la vie. Il y a l'électricité et je peux vous dire que ça change la vie. Je dis bravo au président. Mais, c'est pas de l'émergence parce que c'est des moteurs. C'est des moteurs. Peut-être elles sont neuves. Mais au bout de 5 ans, les problèmes vont commencer. Donc, le problème de nos pays, c'est à court terme. On va mendier pour la route de Haraya Moroni. On va mendier pour faire ci. On va mendier pour faire ça. Jamais on ne se pose pour... je vais te répondre, Mohamed El Arif Saadi, sur ta question, à savoir si j'ai dépensé mon argent pour faire un grand mariage. Je vais te répondre, t'inquiète pas. Moi, je suis honnête, hein, je vais te répondre. Je parle de l'émergence là. Donc, jamais on ne se pose
pour réfléchir à long terme, par exemple sur le courant. Est-ce qu'on va rester avec des moteurs comme ça? Où il faut réfléchir? Ça serait vraiment l'émergence. À trouver des sources d'énergie qui viennent de la nature, qui viennent, pourquoi pas du Cartala, des fleuves, quelque chose de plus durable. Ça serait de la vraie émergence. Mais pas des moteurs qui vont tomber demain en panne, et puis on va se retrouver le lendemain avec des coupures, des délestages, je sais pas quoi. Mais en tout cas pour les médias, pour le court terme, je dis bravo. En électricité, et ça change beaucoup de choses parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent. Ça fait tourner la petite économie qui a encore au pays. Donc je dis bravo. Voilà, et les routes, il y a certaines routes qui sont faites, mais bon, entre Moroni, Mitsanouli, alors là c'est la catastrophe. Bref, pour ce qui est de ta question, si j'ai déjà dépensé mon argent pour soutenir un grand mariage, bien oui, j'ai déjà dépensé de l'argent pour soutenir un grand mariage. L'été dernier, je suis parti pour mon père et pour mes parents. Voilà. Et justement, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est ce que je dis dans mon livre. Parce que justement, moi je ne vais pas me cacher, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que l'homme est un animal politique. Il vit en société. D'accord? Quand tu vis en société, tu as beau être rebelle, mais quand toute la société fait une chose, tu ne peux pas te mettre dans la marge tout seul. Sinon, tu seras le fameux Mkayeche de Salim Aliamir. C'est une chanson qui est bien quand on l'écoute, mais moi j'aime pas les paroles, parce que c'est une chanson qui veut marginaliser tous ceux qui sont différents. Parce que tu refuses dans les hitima, les tahlil, les majilis, les je sais pas quoi. MKH, il se prend pour qui? Ben, voilà, c'est une chanson qui est dans la psychologie comorienne, c'est-à-dire qui refuse toute différence. Dès que tu refuses de faire comme tout le monde, et MKH, il se prend pour qui? Il est le plus intelligent que tout le monde. Donc Salim, c'est un grand artiste, mais sur cette chanson-là, moi je suis pas d'accord. Parce que c'est une chanson qui critique ceux qui ne veulent pas faire comme tout le monde et qui les raille quelque part. Il fait de la raillerie pour ceux qui sont différents. Voilà. Donc au MKH. Donc en deux termes, tu seras la fameuse victime de cette chanson-là si tu refuses. Donc du coup, moi ce que je dis dans mon livre, je dis, quand tu as un phénomène comme ça, qui fait que ta maman ne peut pas dire non, parce que elle a tout un groupe qui lui met la pression, elle vit en société, moi aussi je vis en société, tu vis en société. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ça soit le législateur qui règle cette affaire. D'accord? Il faut que ça soit légiféré. Il faut que les autorités prennent en charge cette question et légifèrent sur cette question. Parce que ça touche. C'est comme si toute une population comment dire, s'insuffler ou je sais pas quoi, se contaminer, une maladie ils se contaminaient tous et ils disaient non mais c'est nos corps quoi. Mais non, en tant qu'autorité publique, tu dois prendre en charge une telle question et légiférer là-dessus. C'est comme ça que tu peux protéger ceux qui contestent cela. Sinon, ils vont se sentir dans la marge. Et donc, moi, dans mon livre, ce que j'ai proposé de solutions, par exemple, légiférer sur ces questions pour protéger ceux qui ne sont pas d'accord avec cette pratique. Voilà. Qui me protégerait, moi qui critique ça, sans qu'on me dise, il n'a pas de sous, ils sont pauvres, son père, oh là là, managouzi, je sais pas quoi. Quand je dis moi, c'est moi, pas moi personnellement, mais toi aussi. Donc moi, ma solution, c'est qu'il faut légiférer sur cette question. Voilà, donc j'espère que je t'ai répondu à ta question. Voilà, je ne sais pas si d'autres ont des questions là-dessus. Voilà, alors,
Il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder qui est un rapport avec mon deuxième livre. C'est que j'ai remarqué que tout le monde est dans ce que j'appelle c'est comme si ils étaient dans l'attente de quelque chose. Ils s'inscrivent pas dans la durée en fait. J'ai rencontré un ami qui travaille, qui a un boulot, un CDI, dans un restaurant. Donc je suis parti acheter à manger, je l'ai trouvé là. J'ai dit salut. Et j'étais tellement fier parce que je le vois, il travaille derrière, il a une caisse, un restaurant qui est bien organisé. Il est là. Et la première chose qu'il me dit, il me dit, ah, c'est pas du travail ça. Je dis, comment ça, c'est pas du travail? Il m'a dit, tu sais, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ça me permet juste de payer les collages de mon fils. Bon, j'ai dit, et tu manges quoi? Tu manges avec quoi? Bon, avec ça. Ok. Donc tu vis de ce boulot? Oui. Tu payes l'école de ton fils? Oui. J'ai dit, alors pourquoi tu considères que c'est pas un boulot? J'ai dit, tu sais, nous qui arrivons de France, la plupart ils travaillent dans des restaurants comme ça. Ils sont caissiers, ils sont dans la cuisine, ils portent la tenue que tu portes là tous les jours, ils ont des horaires comme toi là. Mais pourquoi tu considères que ce que tu fais n'est pas un travail? Et j'ai remarqué que tout le monde, même ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est comme si, bon, que ceux qui sont contents de leur boulot ne m'en tiennent pas rigueur. Hein. C'est pas que je dis pas que toute la population comorienne veut partir, mais on a l'impression que tout le monde est dans l'attente d'un départ. Voilà, personne ne s'inscrit dans la durée. C'est comme si tu avais un travail ici, tu te dis, je ne fais pas de projet, je ne fais rien, j'attends de partir. J'attends de partir. Et ceux qui ont un travail correct, qui sont contents de leur travail, c'est comme s'ils considéraient que ils n'avaient pas réalisé, ils n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas complets s'ils ne sont pas partis en France une fois. Il faut qu'on parte un peu. Donc, et les gens qui sont dans les places publiques, eux aussi, ils sont dans l'attente d'un départ. Ceux qui ont monté une petite boîte, une petite épicerie qui fonctionne, qui les nourrit, c'est temporaire. Ils attendent de partir. Ceux qui ont même un taxi. J'ai vu des chauffeurs qui font taxi, mais la plupart, quand j'entends dans les conversations, je veux balancer la voiture, hein, ça m'apporterait. En fait, tout le monde est dans l'attente, soit de partir, soit personne ne s'inscrit dans la durée en fait. Et c'est ça le danger. Comment voulez-vous que des gens réalisent des grandes choses si tout le monde est dans l'attente de partir ou de... Jamais ils ne vont perfectionner ce qu'ils font. Parce que c'est dans la perfection qu'on grandit et qu'on embauche quelqu'un d'autre. Et si tout le monde est dans cet état d'expectative, d'attente, comment voulez-vous développer des grandes boîtes? Comment voulez-vous développer des grandes affaires et embaucher quelqu'un qui va lui aussi faire un crédit et s'inscrire dans la durée pour embaucher une autre personne? Et ça, c'est le mal qui frappe toute l'Afrique en fait. Des gens qui font des crédits à 15 000. La dernière fois, j'ai regardé un reportage sur Arte, un type qui est rentré, qui était en Suisse, qui a passé 5 ans en Suisse, clandestinement, un Guinéen, qui a tout essayé, qui a fait une demande d'asile, de trucs d'asile. On lui a refusé. Il ne pouvait pas avoir de papier. À la 5e année, il s'est dit, bon, je vais rentrer parce que je fous quoi en Suisse en tant que clandestin? Je dors à la gare, je vends du shit. Qu'est-ce que je fais? Il avait une femme et un gosse, un Guinéen. À la fin, il a décidé de rentrer. Donc, les autorités suisses lui ont donné le billet pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et en Guinée, il y avait de l'argent qui l'attendait pour qu'il puisse se réinsérer. Il y avait 2000 € qui l'attendaient. Et le problème des 2000 €, qu'est-ce qui se passe avec les 2000 €? Il n'a pas pu investir.
il avait des dettes. C'est-à-dire l'argent qu'il a contracté pour venir ici. Ce qui fait que beaucoup ne veulent pas rentrer. Parce qu'il faut aller rembourser. Et tu es venu, tu n'as pas pu économiser. Comment tu rentres? Donc il est rentré, il a pris les 2000 euros qu'on lui avait réservés pour rembourser le crédit. En d'autres termes, cette personne avait plus de 4000 euros. 4000 euros en Guinée, c'est beaucoup. Au lieu de prendre cet argent et investir sur quelque chose, il était lui aussi dans l'expectative. Hein? En attente de partir. Donc il a travaillé, il a eu 4000 euros où il a fait des prêts. Au lieu d'investir et rembourser, il est parti. Et si c'était une affaire, il aurait tout vendu, il serait parti. Au lieu de se développer et peut-être un jour construire une maison, je ne sais pas quoi. Donc, l'Afrique, pas particulièrement les Comores, souffre de ce phénomène. Personne ne s'inscrit dans la durée en Afrique. Bon, à part quelques exceptions. Et du coup, comment voulez-vous qu'on développe un continent si tout le monde s'inscrit dans le départ, dans le je sais pas quoi, c'est pas ici, je ne peux rien réaliser ici, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Voilà quelque chose que j'ai remarqué aux Comores. Et sûrement en Afrique, parce que les Comores, c'est pas une exception. On a l'impression que ce qu'on vit, les autres ne savent pas, ne le vivent pas, ou ce que les autres vivent, on ne le vit pas. On est pareil. On est dans le continent africain, c'est un peu la même chose partout, en fait. Et ça, quelque part, c'est pas la faute aux Africains. C'est la faute à la mondialisation. Une mondialisation médiatique, une mondialisation matérielle, sauf que nous, on est des consommateurs. On ne produit pas. On ne fait qu'au consommer. Donc du coup, le type qui est dans son village, qui vit, qui a de quoi manger, qui paye l'école de son enfant, qui a quelque part où dormir, se met à se comparer à moi parce que je vis dans mes petits quelques mètres carrés, mais j'ai l'eau courante, là. Là, je suis dans la cuisine. J'ai le frigo, là. J'ai l'électricité, j'ai la télé. J'ai l'ordinateur, j'ai Internet. Bien entendu, si tu es au village, si tu te compares à moi, tu vas penser... Oui, il y a aussi la voiture. Même si aujourd'hui, avec un peu d'argent, tu peux t'acheter un Vitz. Hein, avec le peu que tu gagnes, économiser, tu t'achètes un Vitz. Tout le monde s'achète un Vitz. Mais bon, il va se comparer avec ma grosse voiture. Pas la mienne, moi j'en ai pas ici. Moi je prends le métro. Je veux dire, quelqu'un qui est ici. Et il va vouloir comparer son niveau de vie aux Comores ou en Afrique avec le niveau de vie de celui qui est ici. Il ne sait pas que tout est cher ici. Et donc tout d'un coup, au lieu de se satisfaire de sa situation de là où il vit, il se compare à nous ici. Donc, forcément, il n'est pas satisfait. Il veut partir lui aussi pour venir ici et ramener le 4x4. Parce que c'est ça aussi le problème. Hein. Ceux qui partaient d'ici, qui vont là-bas, et qui les font rêver... Hein? Moi, j'espère que je vais le mettre bientôt, une petite rencontre avec des jeunes de 10, 15 ans, 18 ans au village. Parce que je voulais leur parler un peu de ça. Pour leur dire, vous êtes ici, vous mangez, vous dormez, vous avez vos parents. Ok, vous voulez partir en Occident, prenez un avion, arrivez à Roissy. C'est pas les bons papiers, on vous renvoie en avion, vous rentrez chez vous. Mais vous n'allez pas prendre la mer et mourir. Tu vas mourir pourquoi? Tu n'as pas mangé. Vous êtes en bonne santé. Vous avez de quoi manger. Vous allez à l'école. Bon, ok, t'as pas de boulot. Essaie d'en créer ou ça viendra. Mais pourquoi aller te mettre en danger pour venir en Occident? Tu sais même pas quand est-ce que tu auras des papiers, si tu auras un boulot, si tu les as. Tu sais pas si tu auras un boulot. Nous, qui sont formés ici, on a du mal à trouver un boulot. Toi, est-ce que tu vas trouver? C'est même pas certain. Donc, il y a une comparaison qui est mal placée. Qui est, je pense, la conséquence de la mondialisation consommatrice, aussi mondialisation
au niveau des médias. Il regarde, il veut avoir la même chose. Oui, mais tu sais pas le niveau de vie qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, voilà un résumé peut-être quelques mots sur ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti en revenant du pays. Oui, tout à fait. Tu as raison, Jafar Al-Hamadi. Ça vient de gens qui dorment sur les canapés ici et qui vont une fois là-bas, qui se la racontent et qui vendent du rêve. Tout à fait. Voilà, un dernier point. Je tenais à saluer des gens qui, soit ils étaient ici, qui sont rentrés, ou des gens, oui, par exemple, des gens qui étaient ici, qui sont rentrés, qui avaient une autonomie d'esprit, qui refusaient de rentrer dans la masse, c'est-à-dire faire comme tout le monde, et qui luttent nuit et jour pour rester eux-mêmes en étant aux commandes. Parce que pour moi, c'est un djihad. C'est un djihad. Ne serait-ce que le petit mois que j'ai passé là-bas, que je passe là-bas chaque fois, j'avais l'impression que c'était une révolution, que c'était une liberté que j'ai acquise. Le fait de garder mes cheveux comme ça. J'avais l'impression que c'était, voilà, tu grattes une petite liberté. Mes cheveux, ils restent, j'ai pas coupé. Parce que, combien de fois on m'a dit, coupe tes cheveux. Vieux, parents. On est parti même jusqu'à voir ma femme et lui dire, pourquoi tu dis pas à ton mari de couper les cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Non, il faut faire comme tout le monde, il faut couper ras. Mettre la limite parce que tout le monde fait pareil. Tous les mecs font comme ça. Donc il faut rentrer dans le rang. Et moi je dis chapeau aux gens qui étaient ici, qui sont rentrés. Et qui étaient ici, qui vivaient leur vie d'une manière indépendante, sans tomber sous la pression du groupe, à faire comme tout le monde, qui étaient guidés seulement par les valeurs humaines, par ce qui est bon, par le respect, et qui ne font pas, et qui ont refusé de faire les choses parce qu'il faut faire les choses comme ça, qui refusent parce que c'est comme ça. Et qui arrivent à maintenir, à rester eux-mêmes, sans finir par tomber dans le move. Majilis. Allez, Ukumbi. Et quoi? Voilà. Je m'habille en boubou, je porte un kandou parce que c'est Yongyo Akisheo. Donc je porte un boubou tout le monde. Je me promène avec mes savates pour montrer que je suis un cadre du village. Voilà. Et puis, il y a quoi encore? Voilà. Qui refuse de tomber dans le tout le monde, quoi. Qui restent eux-mêmes. Ça, c'est un djihad, les amis. C'est un djihad. Parce que, moi, je peux vous dire, au bout des mois, si vous êtes faible, vous tombez dans le truc. Parce que, sinon, on va te traiter d'Mkaeche. Hein? On va te traiter du Mkaeche. Ou Mkaeche. Moi, je déteste cette chanson. Hein. Moi, je vous dis, c'est un bon rythme, c'est dansant, mais les paroles, je les déteste. Parce que c'est une chanson qui veut que tout le monde fasse comme tout le monde. Et qu'un des tahalilimi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vivre en société. Mais il faut aller tahalili, maulida, ukumbi, majilisi. Sinon, si tu refuses de faire ça, aroum kaech. Donc, moi je dis, je voulais rendre hommage à ces gens-là. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple de résister. Et moi je vous dis, chapeau bas.
Je vous dis chapeau bas. Voilà, je vous dis chapeau bas. Et après, quand tu dis un ouvrier arrive à faire beaucoup de choses qu'un cadre en France, moi je veux bien. C'est comme les gens qui font des trucs là-bas et dès que nous on arrive là-bas, on nous dit mais toi tu vis pas, tu es là-bas depuis 16 ans, t'as rien fait. Et l'autre, il est arrivé à 5 ans, il a tout fait. Bon, après, bonjour les crédits CTLM, bonjour la bouffe, un petit morceau de viande pour chaque gosse. Bonjour, voilà, donc chacun, c'est comme une fois une personne qui était au pays qui me disait, je ne vais pas la citer, mais me disait, moi je suis rentré au pays, je vis bien. Après je lui ai dit, mais c'est dur, il se dit, bah oui, je vis bien parce que moi je me contente de mon salaire et mes priorités c'est d'aller le soir, aller m'asseoir devant un restaurant, devant la plage, manger, dormir sur un bon lit, avoir le minimum, pouvoir cuisiner, sortir avec mes amis, avoir ma petite voiture. Moi, c'est mes priorités. Voilà. Donc ici, tu auras des gens, moi je suis arrivé en France, ok, j'ai envie de faire des choses aux Comores, mais je me dis, j'ai envie de me battre avec les cadres de ce pays aussi. Par exemple, j'ai envie d'acheter un appart moi aussi ici, comme mes collègues. J'ai envie d'avoir une voiture ici. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir une voiture au pays ou qu'on soit au pays. Donc, si tu as envie d'avoir les mêmes choses que les gens de ton âge ici, avec qui tu as fait la fac ici, des blancs comme toi, ben c'est difficile de construire au bout de 5 ans un palais aux Comores. Donc, voilà. Et puis, si tu contrôles ton compte, tu te dis, j'ai pas envie de faire des crédits CTLM et me retrouver avec des rapaces qui descendent à mon compte tous les mois pour me prélever 150 € par-ci, 200 € par-là, je sais pas quoi. Oui, les autres, ils prennent des crédits. J'ai entendu qu'il y avait un truc qui s'appelait le mariage CTLM. Les grands mariages CTLM. Voilà. Donc, je veux bien que tu me dises que ces gens-là, ils réalisent des choses. C'est vrai. Moi, j'ai vu des grandes maisons là-bas. Des fois, je me posais des questions. Mais comment ils font ces gens-là? On ne vit pas dans le même pays qu'eux? Je comprends pas. Comment ils font? Voilà, des grosses voitures. Ben, souvent, il y a des voitures volées. Il y a des crédits. Il y a des gens qui font n'importe quoi ici. Et qui rendent fous les gens qui sont là-bas pour venir ici. Voilà. Donc, je pense qu'on ne fait la course avec personne. Chacun fait sa vie. Avec ses valeurs. Voilà, je les laisse construire les villas. Et manger des pâtes tous les jours ici. Sauf que la moyenne de vie c'est 80 ans, je pense. Hein. Si tu passes 50 ans à manger des pâtes, pour aller vivre 10 ans au Comores dans un palais, ok, mais ta vie, tu as passé 50 ans à manger des pâtes. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà les gars, la vidéo est trop longue. J'ai envie de la mettre sur YouTube, je sais pas si j'arriverai à la mettre. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, voilà, comme vous voulez. Bonne soirée à tous, parce que moi aussi je dois dormir, parce que je me lève tôt, ok, pour aller au boulot. Ok, je ne gagne pas beaucoup, mais je préfère ça que de gagner le RSA, machin. Chose que font beaucoup pour construire des villas aux Comores. Enfin bref. Bye bye et à la prochaine. Salut.